Merci, bonjour. D'abord, je m'excuse pour le caractère peut-être un peu non vivant, scolaire de mon intervention, puisque je vais la lire, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais on m'a donné qu'une demi-heure et que par ailleurs on m'a demandé le texte écrit par avance. Donc, évidemment, c'est toujours plus difficile d'être attentif à ce qu'on lit qu'à ce qu'on dit. Je vais tout de même essayer d'être le plus vivant possible. Donc, le sujet que je vais traiter, c'est vivre ensemble, une obligation sans ambiguïté. Alors, il semble que l'expression vivre ensemble ait été utilisée pour la première fois en un sens conceptuel moderne par Hannah Arendt. Dans le chapitre intitulé « Le domaine public et le domaine privé » de son ouvrage « Conditions de l'homme moderne », Hannah Arendt écrit ceci, je cite, « Le mot public désigne le monde lui-même en ce qu'il nous est commun à tous et se distingue de la place que nous y possédons individuellement. Cependant, ce monde n'est pas identique à la terre ou à la nature, en tant que cadre du mouvement des hommes et conditions générales de la vie. Il est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de main d'homme, ainsi qu'aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par l'homme. Vivre ensemble dans le monde, c'est dire essentiellement qu'un monde d'objets se tient entre ceux qui l'ont en commun, comme une table située entre ceux qui s'assoient autour d'elle. Le monde, comme tout entre deux, relie et sépare en même temps les hommes. Fin de citation. Alors, les hommes vivent ensemble dans le monde qui n'est ni la nature ni la terre, car ce monde, ce sont eux-mêmes qui l'ont fait. Ce monde est celui de la culture qui englobe l'ensemble des productions matérielles et symboliques. Alors, le passage, qui est aussi une déchéance, de la pensée philosophique en lieu commun est relativement récent. Pensée philosophique de vivre ensemble au lieu commun, aujourd'hui médiatisé, le vivre ensemble. L'expression verbale vivre ensemble, abstraction faite du monde, on le notera, est devenue stéréotype achevé sous sa forme substantivée, le vivre ensemble. Dans un monde où les relations sociales et interpersonnelles semblent de plus en plus problématiques, ce stéréotype, censé détenir une force cachée, agit dans les discours publics comme une injonction, une manière d'impératif éthique catégorique et aussi comme une conjuration pour écarter une menace toujours présente. Il n'est pas très difficile de trouver la cause première de l'apparition et de la fortune de ce lieu commun. C'est la présence en France et dans un nombre croissant de pays européens d'une minorité musulmane de plus en plus nombreuse, exigeante et intrusive, qui remet en question ce qui naguère était de l'ordre de l'évidence historique, voire en particulier les turbulences autour de la notion de laïcité. On peut d'ailleurs se demander si le vivre ensemble, lié au pas d'amalgame et à la condamnation de l'islamophobie, entre guillemets, comme expression d'une tolérance minimale dans une société qui se veut démocratique, n'est pas en train de remplacer l'idéal républicain de laïcité. On notera par ailleurs cette singularité. L'exigence du vivre ensemble est prioritairement, sinon exclusivement, adressée à ceux qui inquiètent les manifestations diverses d'une vie séparée, car, constituant la majorité, ils sont censés avoir des devoirs plus importants et une responsabilité particulière. Autrement dit, les Européens non musulmans ont des devoirs particuliers à l'égard des musulmans, lesquels ont des droits particuliers, leurs devoirs étant réduits au respect des lois. C'est la raison pour laquelle les adversaires de ce qu'ils dénoncent comme politiquement correct, entre guillemets, considèrent le vivre ensemble comme une honteuse concession sans contrepartie. Depuis la Révolution, en France, c'est la nation qui représentait le monde commun. On pouvait être royaliste ou républicain, gaulliste ou communiste, croire au ciel ou n'y pas croire, l'appartenance à une nation commune était de l'ordre de l'évidence indiscutée. Aujourd'hui, l'idée de nation connaît une crise profonde, qui est sans doute le signe précurseur de sa fin prochaine. Les deux grandes conceptions de la nation comme idée et comme fait sont devenues pratiquement impossibles à légitimer ou à réaliser.
La conception naturaliste, à savoir la nation comme communauté de sang et de sol, est déconsidérée parce qu'elle l'a été par le nationalisme guerrier et le racisme, mais la conception opposée de la nation, la conception contractualiste, la nation comme projet commun, parce que désormais, l'hétérogénéité des origines des diverses populations habitant dans un même pays empêche que celle-ci ne constitue un peuple. Ernest Renan, qui définissait la nation comme un plébiscite de tous les jours, lui donnait comme attribut la volonté de vivre ensemble. Cette expression figure en toutes lettres dans la célèbre conférence que Ernest Renan a faite à la Sorbonne à la fin du XIXe siècle. Or, force est de constater que cette volonté n'existe pas chez nombre de musulmans. L'idée de nation, en effet, n'est pas seulement étrangère à l'islam, elle lui est antinomique. L'Oumma, la communauté des croyants, nie ce concept car elle transcende les États et les peuples. Au lieu que le public, comme dans l'Europe post-révolutionnaire, signifie l'espace commun des libertés individuelles, il représente pour elle la négation de l'individu. Le choc entre la tradition et la modernité, on pourrait mettre des majuscules à ces deux termes, ce choc est sans doute le plus violent de tous ceux que notre monde humain subit actuellement. C'est lui qui est en train de dévaster la nature et les sociétés. Lorsqu'elle refuse de se voir anéantir par l'absorption douce ou beaucoup plus souvent par destruction brutale, la tradition ne dispose face à la modernité que de deux stratégies d'existence, le repli fondamentaliste et l'agressivité intégriste. Il y a en effet deux modalités que l'on peut distinguer de ce qu'on appelle de façon très générale et très vague le fanatisme religieux, qui ont pour point commun un refus radical du présent et de la modernité. On peut distinguer en effet la modalité de repli sur soi, on parlera à ce moment-là de fondamentalisme, et au contraire la modalité d'expansion et d'agressivité face à quelque chose qui est présenté comme un ennemi. Alors chacune de ces deux stratégies dispose d'une pluralité de modes opératoires, bien entendu. La première, donc la modalité fondamentaliste, développera des procédures sécessionnistes, d'auto-apartheid, par un comportement alimentaire et vestimentaire spécifique, un choix de lieux réservés, pratiquement interdit aux autres, et un idiolecte qui fonctionne comme un argot. Quant à la seconde stratégie d'opposition à la modernité, elle est, on le sait, spectaculairement représentée par l'islamisme, qui s'inscrit dans le temps long d'une religion conquérante qui partage l'humanité entre croyants et mécréants et a une revanche historique à prendre sur les croisés. Al-Qaradawi, qui fait des sermons sur la chaîne de télévision Al Jazeera et est l'un des idéologues les plus influents d'Al-Qaïda et de Daesh, a très clairement annoncé le programme à l'adresse des Occidentaux, je le cite, « Avec vos lois, nous vous coloniserons, avec nos lois, nous vous dominerons ». Fin de citation. De ce point de vue, l'autre n'est ni un concurrent, ni un rival, ni un adversaire, mais un ennemi. Or, l'ennemi est la figure de celui que l'on veut tuer, car il incarne l'autre fantasmatiquement imaginé comme rendant impossible sa propre existence. Je mourrai si je ne te tue pas d'abord. Ce que l'angélique vivre ensemble ignore, feint d'ignorer ou veut ignorer, c'est que le différent, avec un D, le différent, rend impossible le, entre guillemets, respect des différences. Le différent interdit toute communication, que ce soit sous forme de dialogue, d'échange, de négociation, etc. En effet, c'est en cela que la figure de l'ennemi s'oppose radicalement aux figures du concurrent, du rival et de l'adversaire, puisqu'en effet, les rivaux, les concurrents et les adversaires non seulement vivent dans le même monde, mais entendent continuer à vivre dans le même monde. Traiter quelqu'un en adversaire, c'est vouloir l'emporter sur lui, de même pour le concurrent, mais non pas le tuer. Tandis que traiter l'adversaire en ennemi, ou le concurrent en ennemi, c'est littéralement le vouloir, désirer ou vouloir le tuer, puisqu'on considère que son monde est absolument incompatible avec le sien propre.
Donc, le différent interdit toute communication. Il est l'absolu tragique, hein, car, pour reprendre la distinction de Hegel, à la différence du dramatique, les contradictions qu'il met en jeu n'ont d'autre débouché que la mort. En effet, le dramatique, qui peut être violent, hein, on pense à toute guerre est dramatique, mais chez Hegel, le dramatique a une solution qui est le dépassement du conflit. Tandis que le propre du tragique, évidemment, Hegel prend le paradigme de la tragédie grecque, le propre en effet du tragique, c'est qu'il n'a d'autre débouché, d'autre solution que la destruction, que la mort. Or, nous vivons, je pense, dans un monde tragique davantage que dramatique. Comment vivre ensemble, en effet, avec ceux qui ont le vivre ensemble en abomination? Un défi autrement tragique, autrement plus tragique que celui auquel étaient confrontés les révolutionnaires de 93, lorsque, au nom de la liberté, ils avaient à se défendre contre ceux qu'ils appelaient les ennemis de la liberté. L'histoire est tragique et non simplement dramatique. Et l'un des signes les plus violents de ce tragique est d'être traité en ennemi par celui dont on se voudrait l'ami. Il ne dépend en effet pas de nous de n'avoir pas d'ennemis. On a beau, à titre personnel, ne se sentir l'ennemi de personne, il n'en reste pas moins vrai que l'on est un ennemi dès lors que quelqu'un nous a désignés comme tels. On le voit, la contradiction entre la modernité et la tradition est tragique, et quel que soit son résultat, la première anéantit la seconde se protège en se repliant sur elle-même ou en ripostant de manière agressive, le vivre ensemble, dans tous les cas, est impossible. Mais les facteurs qui font de cette impossibilité ne sont pas seulement culturels et religieux. Si nous avons commencé par eux, c'est parce que c'est à eux que nous pensons en priorité. Le monde mondialisé qui est le nôtre présente cette contradiction majeure, tragique, elle aussi, parce qu'insoluble, d'être à la fois unifié et délité. Plus les relations d'interdépendance se renforcent et plus les liens de solidarité sont distendus. Il y a un conflit aujourd'hui entre une solidarité objective croissante, hein, qui n'est que l'ensemble de liens d'interdépendance, hein, et dont le monde financier et économique donne l'illustration immédiate, et puis une solidarité subjective, celle qui est ressentie par les individus, et qui, semble-t-il, est de plus en plus rare. Nos espaces urbains sont de plus en plus socialement territorialisés. À l'exception de la grande bourgeoisie, toutes les classes sociales pouvaient occuper un même immeuble à Paris au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous avons des quartiers de riches, voire des villes de riches. Et puis, nous avons des banlieues et des cités. Cet apartheid social marque tous les domaines de l'existence. On ne travaille plus qu'avec des gens de son milieu. On ne se divertit plus qu'avec eux. On va aux mêmes endroits qu'eux en vacances. On ne communique plus qu'avec eux. On ne se marie plus qu'avec eux. Certes, on vit ensemble, mais entre soi. Comme l'avait déjà anticipé Alexis de Tocqueville avec son analyse de la société américaine au début du XIXe siècle, les individus des sociétés démocratiques ne vivent plus qu'à l'intérieur d'un cercle très étroit de familiers, de voisins et de collègues, dans l'ignorance presque totale de tous les autres. N'allons pas nous étonner si le peuple est devenu introuvable, ce dont la formation réactionnelle du populisme est l'inquiétante compensation. Mais il existe un troisième facteur qui contribue à rendre le vivre ensemble utopique au mauvais sens de cet adjectif et qui de plus aggrave l'impact des deux précédents. Contrairement à ce que laissait entendre la légende dorée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, diffusées à leur naissance dans les années 1970, l'informatique et Internet, loin de contribuer à constituer un monde commun, ce commun qui figure dans la communication, nous assistons en réalité à l'éclatement et à la fin du monde commun que les médias traditionnels, les journaux, la radio, la télévision, avaient tout de même réussi à maintenir, voire à renforcer. Les réseaux dits sociaux sont l'expression presque caricaturale d'une fermeture qui se prétend ouverture, car on a des contacts, ce qui déjà représente tout autre chose que des relations,
avoir un contact avec, c'est tout autre chose qu'avoir des relations. Donc, on n'a de contact qu'avec des amis, hein, comment ne pas mettre entre guillemets ce terme. Là encore, l'entre-soi s'est mis à la place du soi-disant « nous tous ». Il n'y a plus de « nous » que dans le « nous autres », c'est-à-dire dans le « nous les mêmes ». Écrasé entre l'indifférence et l'invective, la véritable altérité, sans laquelle aucun dialogue n'est possible, ne trouve plus d'espace où se manifester librement. Internet, c'est la mise en scène de l'idée fondamentale du penseur nazi Carl Schmitt. Il n'y a pas d'humanité, mais seulement des amis d'un côté et des ennemis de l'autre. Lorsque, malgré tout, l'idéal de tolérance continue de se trouver une voie, c'est au prix de la liberté d'expression. Respecter l'autre pour maintenir le vivre ensemble, ce serait s'interdire de le juger et donc de penser, si l'on suit la fameuse formule de Kant, penser, c'est juger. Mais le pire différent, avec un D, le pire différent qu'Internet manifeste et favorise tout à la fois, ne porte même plus sur le régime de vérité. N'être pas d'accord avec quelqu'un sur l'interprétation d'un fait, c'est encore faire partie du même monde que lui. En revanche, nier la réalité même de ce que lui pense être le réel dans toute son évidence, c'est refuser d'être membre de sa communauté et au-delà, refuser d'habiter un monde commun. J'ai lu dernièrement une interview de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, dont l'une des idées géniales, utopiques, consiste à dire, dans le monde futur, très proche, chacun pourra constituer son journal. Journal au sens où il y a un journal télévisé ou un journal papier. C'est-à-dire que l'idée géniale de Zuckerberg, c'est que finalement, chacun, devant l'écran de son ordinateur, peut se constituer les nouvelles du jour. Et là, on voit très bien quelle est la caricature d'un éclatement d'un monde qui restait commun, c'est-à-dire un monde réel. Parce que le premier monde commun, c'est bien entendu le monde physique. Et ce monde réel-là est en train d'éclater en morceaux. Donc c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'aujourd'hui, le problème n'est pas tellement celui sur lequel s'étaient penchés depuis les Grecs jusqu'à l'époque moderne les philosophes, à savoir le problème de la vérité et donc le problème de l'interprétation et de la connaissance. C'est finalement le réel. À la fin de la Première Guerre mondiale, Clémenceau, au moment des pourparlers du traité de Versailles, Clémenceau disait ceci: « Je ne sais pas ce que les historiens du futur diront sur les responsabilités du déclenchement de cette guerre, mais ce que je sais, c'est qu'ils ne diront pas que c'est la Belgique qui a envahi l'Allemagne. » Or, aujourd'hui, nous sommes, avec Internet, devant ce défi considérable qu'on n'avait absolument pas imaginé. Dès qu'il y a aujourd'hui un événement qui se passe dans le monde, surtout si cet événement est très fortement médiatisé, dans l'heure qui suit, il y a des dizaines de sites qui vont nier l'existence même de l'événement. Donc, il ne s'agit pas de contester la vérité ou l'interprétation, c'est le réel lui-même, c'est-à-dire le monde. Et le monde, notre monde, c'est ce monde-là qui est sapé à la base. Tel est le sens proprement tragique, car révélant l'absolu du différent de la multitude des sites conspirationnistes et complotistes qui prolifèrent sur Internet. Avec eux, ce n'est pas la vérité, c'est-à-dire l'interprétation du réel qui est en question, mais le réel lui-même, ce qui est autrement plus grave. Vous voyez, les communistes et les anticommunistes pouvaient être en désaccord total sur le sens de la révolution de 1917, mais au moins ils s'accordaient sur la réalité historique de l'événement. Et cela montre qu'ils vivaient dans le même monde. Aujourd'hui, dès qu'un événement d'impact mondial a lieu, dans l'heure qui suit, comme je l'ai dit, des dizaines de sites sur Internet vont en contester l'existence même et permettre à des millions d'individus d'opérer une sorte de sécession psychique et symbolique dont le sens est le refus de vivre dans le monde commun. La véritable raison, motivation de ce conspirationnisme, en effet, c'est le désir, précisément, de ne pas vivre ensemble, de ne pas vivre dans un monde commun. Alors, une conclusion pessimiste semble donc s'imposer. Si on n'a jamais autant parlé qu'aujourd'hui de vivre ensemble, c'est parce que cette exigence, expression de la paix civile et des valeurs de tolérance, est de plus en plus difficile à mettre en pratique, mais aussi de plus en plus problématique. Plus la vie séparée sera légitimée et effective, et plus l'on parlera par un acte de conjuration presque magique de vivre ensemble. Un nombre croissant d'individus de par le monde a pris en détestation l'idée même de monde commun.
L'humanisme qui est lié à cette idée est l'objet d'attaques incessantes et multiples. La non-communication et l'incommunicabilité triomphent, et les nouvelles technologies de la communication sont au moins aussi éloignées de la véritable communication que les nouvelles technologies de l'information sont éloignées du savoir et de la connaissance. Comment, dans ce contexte, ne pas conclure que plus qu'une obligation ambiguë, le vivre ensemble est un stéréotype frauduleux? Merci.